Super, alors on va un peu rentrer dans le vif du sujet de notre journée. On va tous les deux un peu revenir sur les différentes composantes de ce projet. Donc d'abord, évidemment, la grande nouvelle qui est tombée au mois de septembre, comme quoi on avait le financement, alors que notre rang de classement au niveau des IRC nous faisait plutôt penser que nous ne serions pas financés. Et finalement, nous avons été les heureux élus sur les 20 qui ont été financés au total sur quand même les 2113 demandes. Hein, donc c'est quand même une jolie réussite. Et oui, ça c'est parce qu'au départ, on va être quand même très honnête, on avait fait un peu une présentation en disant un coup pour voir et puis un coup pour réussir. Et finalement, dès le premier coup, on a été capable de pouvoir avoir le financement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez spectaculaire. Puis ici, on voudrait rendre hommage à l'ensemble des co-chercheurs qui ont permis vraiment ce beau succès. Donc, vous voyez, avec des personnes venant vraiment à la fois du milieu clinique, pour en citer quelques-uns, docteur Vanessa Samoilian, docteur Boivin, docteur Le Boucher, qui je vois d'autres comme médecins, là, je pense que c'est à peu près ça. Ensuite, on a des infirmières très engagées aussi, chercheurs comme Karine Bilodeau, Dominique Tremblay. On a Thomas Poder, qui est économiste, qui est aussi parmi nous. Il y a Mélanie Lavoie-Tremblay, bien sûr. Il y a Isabelle Doré, qui, elle, est en kinésiologie. Chantal Bemer, qui est parmi nous et qui est nutritionniste. Marie-France Vachon aussi, en tant qu'infirmière. On avait Cathy Malas aussi du côté innovation. Et puis, côté patient, co-chercheur, donc on a Ghislaine Roudy, Marie-André Côté et Mado Desforges qui travaillent avec nous. Donc, vous voyez qu'on a vraiment une équipe assez exceptionnelle. Puis là, on a plein aussi d'autres personnes. Donc, vous voyez ici nos amis aussi suisses. Donc, on a Grégoire et puis Aline qui sont des spécialistes en éducation thérapeutique. On a Sandy aussi qui est à la fois du côté patient et du côté aussi coordination des soins. Déborah, donc aussi pour tout le côté gestion en soins infirmiers. Brigitte, Patrick Garon-Sayeg, lui, du côté du droit. Donc, on a aussi un juriste parmi nous. Il y a Vincent, Israël Fortin, du côté médecin, et Nora qui est aussi parmi nous, donc chercheur en santé publique. Sacha qui travaille sur tous les enjeux identitaires au niveau donc du positionnement de l'arrivée des nouveaux acteurs que sont les patients accompagnateurs. On a Julie Lemieux et puis Catherine Villéduy. Donc vous voyez, c'est quand même une grosse équipe. Et puis bien, c'est impossible de faire des travaux comme ceux qu'on monte et surtout de réaliser des journées comme celle-ci sans une équipe de choc. Donc, il faut vraiment que je remercie très chaleureusement Cécile Vialaron et Monique Ilescu Néla qui ont travaillé, je pense, jusqu'à minuit hier et qui ont recommencé à 3 heures du matin. Je pense qu'elles n'ont pas beaucoup dormi. Et puis, l'équipe aussi est composée donc, de Louise Normandin qui est ici pour regarder et nous rappeler le temps. Et Manuel, donc, qui vient de se joindre à nous et que vous avez rencontré tout à l'heure, qui vous a accueilli. Donc, le travail d'équipe, c'est vraiment essentiel. Et en plus, ça permet de pouvoir accuser quelqu'un d'autre s'il y a un problème. Donc, la vie est belle. Donc, l'objectif de la journée, eh bien, c'est vraiment de lancer officiellement ce très beau projet qui va, j'espère, devenir un programme. C'est créer un espace de rencontre donc pour les personnes qui seront amenées à travailler sur le projet. Puis là, je vous mets au défi qu'à la fin de la journée, vous ayez connu au moins 3 à 4 personnes que vous ne connaissiez pas avant d'arriver. Donc, ça, c'est vraiment l'objectif que vous vous donnez. Au niveau des pauses et autres, comme vous ne connaissez pas les gens, vous allez vous présenter. Et pour les rencontrer, c'est vraiment très important. Et puis, notre idée aujourd'hui, eh bien, c'est de co-construire ensemble l'année qui s'en vient. Puisqu'il y a quand même pas mal de choses encore à faire avant de vraiment pouvoir implanter Continuum Parents Locaux dans la vraie vie. On va travailler donc très étroitement avec 3 établissements, donc le CHUT Québec Université Laval, le CIUS de l'Est de l'île de Montréal et le Centre hospitalier universitaire de Montréal, plus particulièrement donc dans la trajectoire du cancer du sein, puisque c'est avec ces 3 établissements que nous avons commencé à travailler sur le projet Parents Locaux. Là, je vais peut-être te laisser continuer sur un peu le contexte. Oui. En fait, comme l'a indiqué Dr Latreille, le suivi sur le continuum de soins en oncologie, ça se prépare quand même depuis le diagnostic et jusqu'au retour à la vie après le cancer. Et ce point-là constitue quand même un enjeu majeur de santé publique aujourd'hui parce que le nombre
de patients qui vivent avec le cancer sont de plus en plus nombreux. Et ça, c'est une bonne nouvelle, en fait, pour la prévention, le diagnostic, et puis également les traitements. Mais en même temps, ça pose quand même un certain nombre de défis pour suivre ces personnes-là et les patients, justement, qui vivent avec des antécédents de cancer, particulièrement de cancer des seins, ont des besoins qui sont des besoins particuliers, donc il faut tenir compte en avançant. Donc, l'idée, c'est de faire en sorte que ce suivi-là puisse commencer très tôt, en fait, dans la trajectoire de soins et que ne se concentre pas, en fait, simplement à réaliser des suivis de paramètres biologiques, parce qu'on l'a dit, c'est quand même des pathologies complexes avec des besoins, pas seulement juste au niveau clinique, mais des besoins aussi au niveau psychologique et puis social. Donc, il faut tenir compte quand même de ces points-là. Et on se rend compte, en fait, que les services de cancérologie, malgré toute la bonne volonté des cliniciens, des cliniciennes, en fait, on se rend compte que, ben, justement, avec la prévalence du nombre de personnes qui vivent avec les cancers qui montent, ben, les services sont, en fait, débordés et on n'arrive pas vraiment à suivre tous les patients avec la même implication. Donc, un chiffre important, c'est 87% quand même des patients qui sont généralement confrontés bien sûr à des problèmes physiques, mais aussi des problèmes psychologiques, des problèmes qui sont liés aussi à l'impact des traitements qui suivent, qui sont très efficaces par ailleurs, mais en fait qui peuvent compliquer en fait de même la vie des patients. Alors, donc l'hypothèse de ce projet, donc c'est ce contexte-là en fait que je viens de mentionner qui a guidé la réalisation du projet CPO, donc qu'on a gentiment nommé CPO. C'est toujours bien d'avoir une identité pour un projet, donc l'identité du projet, ça permet de le retenir assez facilement. Et donc l'hypothèse en fait, c'est de dire que, je vais le lire parce que c'est quand même très important, que la transition vers la vie après les traitements aigus du cancer, donc les premières années du suivi en fait, se prépare le diagnostic. Je discutais tantôt avec le collègue Thomas Poder, qui est économiste de la santé, en parlant de l'évaluation économique. On a souvent tendance à penser que l'évaluation économique, il faut impliquer les économistes à la fin, en fait, du projet. Mais non, mais ça se passe au début. De la même façon, en fait, le suivi des patients, c'est pas à la fin de la période de traitement aigu. Il faut le préparer dès le diagnostic pour être capable d'accompagner efficacement les patients. Donc, il est essentiel que le patient soit non seulement partenaire de ses soins, mais aussi habilité en fonction de son risque, de son besoin, de développer des compétences d'auto-soin, parce qu'on se rend compte que les besoins des patients sont différents. On présente, j'aurai l'occasion d'en parler tantôt, on a toujours l'impression, en fait, on donne le même suivi ou le même package de suivi, en fait, à tous les patients, alors qu'on se rend compte que ce modèle-là, actuellement, ne fonctionne pas. Donc, l'idée, c'est vraiment de s'assurer avec l'équipe de première ligne, le milieu communautaire, on en a parlé, les patients partenaires, évidemment, qu'on tienne compte, en fait, des besoins des patients au cours du suivi. Alors, donc, encore une fois, la trajectoire qui est proposée dans ce projet, c'est de dire, ben, justement, comme je viens de le mentionner, ça se prépare le diagnostic et ça prend en considération la personne dans toute sa complexité, donc pas seulement juste un individu biologique avec des paramètres cliniques qu'on va être obligé de suivre, pas obligé qu'on suit au cours du temps, mais également avec des besoins au niveau psychologique, au niveau social, donc le fonctionnement physique, social et psychologique sont extrêmement importants et il faut que ça s'imbrique. Et évidemment, ce projet-là va s'appuyer, ou ce modèle-là va s'appuyer sur les ressources en place, c'est-à-dire qu'on ne réinvente pas la roue non plus complètement, c'est de se dire, mais comment on va utiliser les ressources en place, en fait, de mettre ça en concertation pour que la communauté, les proches, et les cliniciens puissent travailler ensemble, en fait, pour le bénéfice de ces patients-là. Et puis, d'être aussi accompagné, docteur Latreille l'a souligné très bien, l'importance justement de pouvoir parler avec quelqu'un qui a l'expérience vécue en fait de ce qu'on vit, et parce que on a vu l'importance justement d'avoir des patients accompagnatrices ou des personnes accompagnatrices tout au long de la trajectoire, et je pense que c'est ce que Marie-Pascale va dire un petit peu là pour les travaux préliminaires qui ont précédé le projet CPO. Et donc, ça reprend évidemment les meilleures pratiques publiées dans la littérature. Et puis, bien sûr, c'est pourquoi il y a des chercheurs qui sont impliqués, des cliniciens, des gestionnaires, ainsi de suite.
Et sa petite touch québécoise oui, quand même. Hein. Oui. Ouais, c'est ça, parce que c'est bien, on s'est beaucoup inspiré de la littérature, mais on a aussi vraiment un contexte particulier au Québec qu'on veut vraiment mettre en valeur. Et quand je disais un peu, j'avais l'impression d'avoir comme un jeu de Lego ou comme un jeu de puzzle quand on a commencé à réfléchir sur Continuum Parole Onco, c'est qu'il y avait quand même beaucoup de choses qui avaient été faites, comme tu disais. Il y avait évidemment tes travaux, toi, parce que je t'avais rencontré plus particulièrement sur les problèmes d'oncogénétique, mais tu avais aussi déposé une demande aux IRC qui a été aussi financée et qui travaillait justement sur comment mieux stratifier les besoins. Donc, je m'étais dit, là, il y a vraiment quelque chose d'intéressant à faire. Il y avait évidemment Parole Onco, on sortait vraiment des résultats excessivement intéressants sur les impacts. Je vais revenir là-dessus. Il y avait le pont vers la maison qui avait été mis en place au 6 de la Gaspésie, donc avec Christine Arsenault, qui là aussi montrait, comme le disait Dr Latreille, l'importance de préparer la transition. Et puis, il y avait d'autres projets qui sont en cours au Québec sur ce qu'on appelle les parcours d'apprentissage patients. Puis on a Tiffany qui est parmi nous en ce moment, et puis il y a d'autres personnes qui vont venir nous présenter, où il y a beaucoup d'initiatives pour vraiment habiliter les patients à être beaucoup plus proactifs dans leurs soins. Et finalement, dans mes petites activités annexes, entre guillemets, à l'INES, à l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux, je suis médecin conseil sur le programme Compa Plus, que je suis maintenant depuis de nombreuses années, qui est un collectif pour l'amélioration des pratiques en première ligne, et qui peut être aussi un vecteur absolument extraordinaire pour sensibiliser vraiment la première ligne à accueillir des patients qui ont eu des traitements pour le cancer. Donc, c'est un peu toutes ces idées qui ont vraiment mené à travailler ensemble sur ce nouveau programme, qui est un peu représenté ici avec un peu ces différentes composantes qu'on va décortiquer ensemble au long de la journée. La première chose, ça reprend donc ce que va vous présenter Herman dans quelques instants, qui est, c'est quoi ces histoires de strates, là, strate 1, strate 2, strate 3, comment on définit les besoins des personnes et comment on peut les orienter de façon la plus adéquate en fonction de ces besoins vers les ressources qui peuvent mieux y répondre. Donc, dans certains cas, on a besoin d'un service vraiment ultra spécialisé, dans d'autres cas, pas du tout. Puis, entre les deux, on peut aussi avoir besoin quand même d'un suivi rapproché, mais avec le soutien quand même d'équipes spécialisées. Ce que vous voyez aussi ici, c'est que donc les traitements, les investigations et diagnostics, là le traitement, il y en a évidemment souvent de nombreux dans le cancer du sein, ça se limite rarement à un seul traitement. Il y a toute une continuité dans le temps, on voit que c'est quand même une maladie qui se chronicise, et au cours de ce parcours, là justement, on va commencer à d'abord réfléchir sur comment on intègre le patient dans, vous voyez le cercle qu'on aime beaucoup, là, vraiment dans l'équipe clinique, là, de considérer le patient comme un membre à part entière de l'équipe, comme étant vraiment, lui aussi, il a sa part à faire là, pour vraiment bien comprendre dans quoi il s'embarque dans cette trajectoire de soins et de trajectoire de vie, avec aussi évidemment les patients accompagnateurs qui peuvent les soutenir aussi tout au long de leur trajectoire, que vous voyez ici en vert, l'accompagnement ici. Et puis, ce qui est aussi très intéressant, comme on vous le disait, c'est que on va travailler avec eux sur des plans d'apprentissage qui sont vraiment individualisés, qui répondent vraiment aux vrais besoins de la personne, et de travailler avec eux sur le développement de leurs compétences d'auto-soin. Et puis, bien là, il y a tout comment s'appelle les flèches que vous voyez avec l'évolution de la strate, le bilan pré-transition et le contact GMF. C'est vraiment d'introduire aussi des réflexes dans les équipes cliniques, de bien comprendre effectivement comment positionner le milieu communautaire, donc que ce soit les associations communautaires, mais aussi tout le réseau des groupes de médecins de famille, et de voir de quelle façon on peut aussi les aider à faire en sorte qu'ils soient encore plus pertinents dans leurs activités pour la suite. Donc là, c'est tout le travail qui a été fait aussi ces dernières années, à la fois par le programme de lutte contre le cancer du Québec, avec évidemment les premières initiatives qui ont été menées en Gaspésie. Donc aussi, toute la fiche synthèse qu'on va transmettre à la première ligne. Donc voilà, ça nous donne quand même un programme assez complexe. Et les objectifs donc de CPO, là, c'est vraiment on va co-construire ensemble le contenu de ces fameux parcours d'apprentissage patient. C'est de stratifier aussi, donc là, on va voir un peu comment on va travailler là-dessus. C'est aussi d'étudier les mécanismes de co-construction, puisque ça, c'est quand même assez innovant de faire ce genre de choses avec des interventions quand même, plusieurs interventions complexes dans une intervention, donc ça, c'est quand même assez particulier. Moi, je suis toujours très intéressée à mieux comprendre aussi les facteurs qui favorisent ou entravent quand même la mise en place d'interventions comme celle-là.
de revoir aussi à travers des outils qui ont été validés au niveau international les effets d'un tel programme sur ce qu'on appelle le quintuple aim, donc qui est vraiment une référence au niveau international, et puis évaluer aussi les conditions favorables à l'intériorisation des connaissances qui se transforment en compétences pour les personnes touchées par le cancer. Et finalement, ça a été très utile pour Parole Onco d'avoir toujours une vigie sur les enjeux éthiques et juridiques. On introduit des nouveaux acteurs dans le système. Ils n'ont pas vraiment encore de statut. Donc, comment on peut co-construire aussi le statut des patients accompagnateurs, des pères accompagnateurs ou des personnes accompagnatrices. Ça dépend un peu comment on les caractérise. Et c'est pour ça qu'on veut absolument avoir le soutien des éthiciens et des juristes aussi tout au long du projet. Puis c'est ça, on avait fait un petit schéma récapitulatif un peu de nos différents objectifs, un peu à la Donat Bédian, là, en regardant un peu à la fois le contexte systémique et le contexte organisationnel, revoir un peu le processus comme celui que je vous ai montré à l'instant, et puis ensuite, bien sûr, regarder un peu les effets au niveau des patients accompagnateurs, des professionnels, des gestionnaires et des décideurs, on y tient beaucoup, sur l'organisation des soins, sur les coûts et sur bien sûr, les dimensions éthiques et juridiques. Voilà, donc on a déjà commencé un petit peu à travailler. On a donc 2 articles en cours. Il y en a un qui est en train d'être finalisé sur le pont vers la maison, en plus de ce qui a été fait pour Parole Onco. Le protocole aussi de CPO est en cours d'écriture. Et puis, le dossier pour l'éthique multicentrique a déjà été ouvert et est en train d'être réalisé. Voilà, donc ça fait un peu le tour de la journée. Est-ce que vous auriez des questions, des commentaires sur un peu ce que je viens de vous présenter ?